Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 11e, chapitre 1. Les caractères propres de l'âme raisonnable. Elle se voit elle-même, elle s'analyse elle-même, elle se façonne elle-même à son idée. Le fruit qu'elle produit elle-même le récolte, alors que les fruits des plantes et ce qui correspond chez les animaux, d'autres les récoltent. Elle atteint sa fin propre, que tôt ou tard survienne le terme de la vie. Il n'en va pas de même de la danse, du jeu des acteurs et des autres choses semblables, où toute l'action reste interrompue si quelque détail vient à manquer. Pour l'âme, dans chaque cas particulier et à quelque moment qu'on la surprenne, elle rend achevé et sans lacune ce qu'elle s'est proposé, et elle peut dire « Je possède, moi, tout ce qui est mien ». Ce n'est pas tout. Elle parcourt le monde entier et l'espace vide qui l'environne. Elle en explore la forme, elle plonge dans l'infini du temps, elle embrasse la renaissance périodique de l'univers. Elle fait le tour des choses. Elle se rend compte que nos neveux ne verront rien de nouveau comme nos prédécesseurs. Comme nos prédécesseurs n'ont rien vu de plus que nous, mais que, en quelque sorte, le quadragénaire, pour peu qu'il ait de sens, a vu tout le passé et tout l'avenir dans l'identité du présent. Ce qui est propre encore à l'âme raisonnable, c'est l'amour de ses semblables, ainsi que la vérité et la pudeur, et de s'estimer plus haut que tout, ce qui est aussi le propre de la loi. Ainsi donc, point de différence entre la droite raison et la raison de la justice. 2. Tu peux parvenir à faire fi d'un chant ravissant, de la danse du pancrace. S'il s'agit d'un air mélodieux, il suffit de le décomposer en ses notes et à chacune de te demander si tu ne saurais y résister. Tu n'oserais le reconnaître. Pour la danse, use d'une méthode analogue devant chaque mouvement ou figure, et de même pour le pancrace. Bref, sauf pour la vertu et ce qui se rattache à la vertu, n'oublie pas de pénétrer à fond dans le détail des choses afin d'arriver par cette analyse à les mépriser. Applique le même procédé à toute la vie. 3. Quelle est belle l'âme qui se tient prête, s'il lui faut, sur l'heure, se délier du corps pour s'éteindre ou se disperser ou survivre. Mais cet état de préparation, qu'il provienne d'un jugement personnel, non d'un simple esprit d'opposition, comme chez les chrétiens, qu'il soit raisonné, grave, et si tu veux qu'on te croie sincère, sans pause théâtrale. 4. Ai-je accompli quelque chose d'utile à la communauté ? J'en ai donc profité. Que cette vérité demeure toujours bien à ta portée, afin qu'elle frappe tes yeux sans cesse et ne la perd jamais de vue. 5. De quoi fais-tu profession ? D'être un homme de bien. Comment y réussir sinon grâce aux vérités théoriques dont les unes traitent de la nature universelle, les autres de la constitution propre de l'homme ? 6. D'abord furent représentées les tragédies, avec le dessein de rappeler les événements de la vie qu'ils doivent arriver ainsi naturellement et qu'il faut, puisque leur représentation vous charme à la scène, ne pas vous plaindre quand ils se réalisent sur une scène plus vaste. Elles font voir en effet que c'est ainsi qu'ils doivent nécessairement s'accomplir, et que cela même les supporte qui s'écrit « Ô Cithéron ». En outre, les auteurs tragiques donnent d'utiles leçons, par exemple entre nous le fameux passage « Si les dieux m'ont abandonné avec mes 2 enfants, cela même a sa raison ». Et encore, ne pas se fâcher contre les événements. Et moissonner la vie comme un épi gonflé de grains, et que d'autres choses semblables. Après la tragédie parut la comédie ancienne. La liberté de langage qu'elle possédait visait à instruire, et grâce à cette franchise même, elle n'était pas sans utilité pour nous rappeler à la modestie. C'est dans un dessin analogue que Diogène lui emprunta cette liberté. Mais après elle, la comédie moyenne, qui devint plus tard la nouvelle comédie,
quelle fin lui assigna-t-on quand elle fut peu à peu tombée à n'être plus qu'une habile peinture de mœurs? Prêtes-y bien attention. Qu'on trouve aussi chez elle d'utiles paroles, on ne le méconnaît pas. Mais si l'on s'en tient à leurs dessins d'ensemble, ceux qui ont cultivé ce genre de composition dramatique, quel but enfin visaient-ils? 7. Avec quelle évidence se présente cette vérité que tu ne saurais trouver dans la vie de situation plus favorable pour te livrer à la philosophie que celle où tu te trouves présentement. 8. Il est impossible de détacher un rameau de son voisin sans le détacher à la fois de l'arbre tout entier. De même, un homme séparé d'un seul homme est exclu de toute la communauté. Le rameau, quelqu'un le détache de l'arbre, mais l'homme, c'est lui-même qui se sépare de son prochain quand il le prend en haine et en aversion, et il ne voit pas cette conséquence qu'il s'est amputé en même temps de tout le corps social. Cependant, voici un beau privilège que nous devons à celui qui a organisé cette communauté, à Zeus. C'est qu'il nous est loisible de nous rattacher à notre voisin et de rentrer à nouveau comme partie intégrante dans l'ensemble. Si pourtant une telle séparation se répète plusieurs fois, il devient bien malaisé aux membres séditieux de se réunir aux autres et de reprendre sa place. En somme, on ne peut comparer le rameau qui a toujours continué de croître et de respirer avec l'arbre au rameau qu'on regreffe après l'avoir détaché, quoi que puissent dire les jardiniers. Croître sur le même tronc, mais non professer les mêmes principes. 9. Ceux qui te barrent le chemin où tu progresses selon la droite raison ne sauraient te détourner de la pratique du bien, qu'ils ne réussissent pas davantage à te faire perdre ta douceur à leur égard. Au contraire, veille sur ces deux points aussi jalousement. Non seulement un jugement et une conduite imperturbable, mais encore la mansuétude envers ceux qui tenteraient de te créer des obstacles et d'autres ennuis. Ce serait une preuve de faiblesse que de te fâcher contre eux, autant que de renoncer à ton action et de lâcher pied parce que tu as peur. Il y a en effet deux sortes de déserteurs et qui se valent, le lâche qui tremble et l'homme qui a renié celui dont la nature a fait son parent et son ami. 10. Aucune créature n'est inférieure à l'art, car les arts ne consistent qu'en l'imitation de la nature. S'il en est ainsi, la nature entre toutes la plus parfaite et la plus compréhensive ne saurait être dépassée en ingéniosité technique. Or tous les arts accomplissent les tâches inférieures en vue des plus relevées. Ainsi fait donc, elle aussi, la nature universelle. Et voilà expliquer la genèse de la justice. C'est d'elle que procèdent toutes les autres vertus. En effet, on n'observera pas la justice si l'on se dispute les choses indifférentes, si l'on est facile à duper, irréfléchi, inconstant. 11. Si les objets qui te troublent, soit que tu les poursuives ou que tu les fuis, ne parviennent pas à te trouver, mais si au contraire en un sens c'est toi qui vas au-devant d'eux, que ton jugement à leur égard se tienne tranquille. Ils demeureront immobiles et l'on ne te verra ni les poursuivre ni les fuir. 12. La sphère de l'âme reste semblable à elle-même quand, sans s'élancer au dehors, ni se replier au dedans, sans se disperser ni s'affaisser, elle s'éclaire d'une lumière qui lui fait voir la vérité universelle et celle qui habite en elle-même. 13. Quelqu'un va me mépriser, ce sera son affaire. La mienne, c'est qu'on ne me prenne jamais à rien faire ou dire qui mérite le mépris. Il va me haïr, ce sera son affaire. Je leur conserverai à tous en général ma bienveillance et ma bonté, et quant à lui en particulier, je suis prêt à lui montrer sa méprise, non de manière à l'humilier, ni pour faire parade de ma constance, mais simplement, sincèrement, comme le grand Phocion, si tant est que son calme ne fut pas feint. C'est au fond du cœur
qu'il faut être ainsi disposé, de manière à montrer aux dieux un homme qui n'est porté à la révolte et ne récrimine à l'égard de rien. Où serait le mal pour toi si, quant à toi, tu fais en ce moment ce qui convient à ta nature, et si tu agrées ce qui est de saison en ce moment pour la nature universelle, en homme qui s'efforce de réaliser d'une manière ou d'une autre l'intérêt général ?